Bienvenue dans une nouvelle émission de Débat Foot Marseille. Le calendrier est éprouvant. On reprend première émission mardi, deuxième émission jeudi. Et aujourd'hui, on a un plateau 100% supporter avec l'habitué, le pilier, l'inénarrable Papa Eli. Salut tout le monde de la famille. Et bienvenue à toi dans cette nouvelle année. Merci beaucoup et bonne année à tous les auditeurs. Voilà. Heureux de te retrouver et à tes côtés de nouveau sur le plateau Débat Foot Marseille, deux supporters, des supporters qui suivent l'OM depuis je ne sais pas combien de temps et qui s'appellent tous les deux Thierry. Et Thierry. Enchanté et meilleurs vœux à tous les supporters de l'OM. Meilleurs vœux à tous les supporters et à tous les internautes du Football Club de Marseille. Plus de 20 ans de passion de l'OM. Voilà. Et donc on va parler des supporters. Aujourd'hui, ce sera la troisième partie de notre émission. On va parler des déplacements, de l'ambiance en virage, de l'ambiance au stade généralement. Et pour commencer, on va forcément parler de Mercato, mais on va parler de nos minots. On va voir un petit peu si de ne pas avoir de recrues, ça pourrait pas être une opportunité pour faire jouer les Roca, les Camara, etc. Seconde partie, on va forcément parler du match qui se profile. Donc on a un gros programme, on commence tout de suite, c'est parti. Alors messieurs, c'est la grande hystérie Mercato, hein. Vous aimez vous ces périodes de Mercato? Oui. Thierry 1, Thierry 2. Oui, j'aime bien la période des Mercato, voir toutes ces rumeurs, tout ce qui se dit, tout ce qui se tracte en coulisses. Après, il y a beaucoup d'intox quand même en période de Mercato. Oui, il y a beaucoup de fausses rumeurs qui circulent sur la toile. Les vraies rumeurs, on les connaît qu'à la fin, quoi. Voilà. Et pour ce mercato hivernal précisément, il y a beaucoup de supporters qui commencent à se plaindre qu'on risque de n'avoir personne, aucune recrue cet hiver. Alors c'est pas encore fait et si on écoute Rose ou Bizarreta en creux, on sent qu'ils sont à la recherche. S'il y a une opportunité, il pourrait peut-être y avoir quelqu'un. Mais donc déjà, je vais vous demander à tous les trois, parce qu'on en a déjà discuté sur ce plateau mais pas avec vous. Donc Elie, s'il n'y a aucune recrue pour toi, c'est grave cet hiver? Franchement, personnellement, s'il n'y a aucune recrue, serait un peu attristé, mais ce ne serait pas un grand problème pour moi. Parce que je crois que l'équipe qui est là, bon, c'est vrai qu'on attend beaucoup de l'OM, mais je trouve que l'équipe qui est en place, avec plus de sérieux, on peut s'en sortir. Maintenant, si on veut vraiment proposer quelque chose de vraiment concret, c'est-à-dire, parce qu'en ce moment, avec l'équipe qu'on a, je trouve qu'on n'a pas la possession du jeu en fait. On bataille, on gagne des points, mais... Ok, donc pour toi, pour résumer, s'il n'y a pas de recrue, c'est pas un drame. Il faut améliorer ce qu'on a. C'est pas un drame, mais c'est quand même aussi une petite tristesse, un petit goût, voilà, une petite faim quand même. Voilà. Thierry, donc toi, moi, ce serait une déception s'il n'y a pas de recrue au cours de ce marché d'hiver. Parce que je pense que sur la première partie de saison, il y a eu pas mal de matchs, notamment à l'extérieur, où ça a été compliqué, on a pas mal ronronné et tout. Et je pense que vraiment pour franchir un cap, il faut des renforts pour vraiment atteindre les objectifs qui ont été fixés en début de saison. Je pense que si on conserve l'effectif actuel, ça va être difficile d'aller chercher le podium et la Ligue des Champions. Justement, quel objectif? Les objectifs qu'on imagine tous qu'ils ont en privé, c'est-à-dire la Ligue des Champions, ou l'objectif qu'on te sort en public qui est la 4e place? Parce que pour la 4e place, t'es bon. On ne sait pas trop, mais bon, c'est que je pense que si on est amené à rejouer la Ligue Europa l'année prochaine, je pense que ce sera encore une déception parce que avec plus de 120 millions à investir, on se dit bon, c'est peut-être pas suffisant pour atteindre le podium et revenir dans la plus prestigieuse des coupes européennes. Donc ça risque d'être difficile. Donc je pense qu'il y a quand même des secteurs de jeu où on devrait se renforcer, cibler des joueurs meilleurs que ce qu'on a actuellement. Et donc finalement, Thierry 2, donc est-ce que pour toi s'il n'y a pas de recrue, c'est une mauvaise chose ou tu t'en fous un petit peu? Non, ça ne serait pas une mauvaise chose, puisque de toute manière, le groupe, il a été construit pour faire la saison, mais je pense que il reste 20 jours de mercato. Là, je pense que la clé va être la résiliation du contrat de Fanny. Ils attendent de dégraisser pour pouvoir recruter. Et une fois qu'ils vont avoir résilié, ou Doria, Fanny résilié, et si Bidimo part, je pense que des recrues vont arriver. Ok.
Donc on voit, c'est un peu un sentiment général qu'il y a beaucoup de supporters marseillais à l'heure actuelle, c'est vraiment Messi, il n'y a personne qui arrive, etc. Mais l'un des grands axes de l'OM Champions Project dont on nous a rabâché les oreilles, c'est la formation. Et justement, on a des jeunes dans le groupe actuellement qui jouent assez peu. Et ce matin, l'idole Luis Gustavo a donné une interview à la Provence, et je vais vous lire une petite partie de cette interview que j'ai trouvée intéressante. Donc il dit... Il n'y a rien de plus intéressant ni de plus excitant que de voir un joueur qui augmente son niveau dans la saison, qui s'améliore avec le temps. Franck Zambo, quand je suis arrivé, il y avait 3 joueurs dans le même rôle que lui, Max Lopez, Morgan Sanson et moi-même. Franck était la 4e option, du temps est passé et il est pratiquement devenu indispensable. Il joue très bien et très jeune, a beaucoup de talent. Donc ça, quand même, c'est vrai. Est-ce que déjà vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est vrai que c'est bien quand même quand tu vois un joueur qui est jeune, un peu comme Franck Zambo Anguissa, qui commence à s'épanouir? Donc là, on demande tous des recrues. Mais est-ce que, comme toi tu l'as dit par exemple tout à l'heure sur le, est-ce qu'il ne faut pas plutôt tendre vers améliorer nos jeunes? Parce qu'on a par exemple un Boubacar Kamara au milieu de terrain, il va revenir. Boubacar Kamara, c'est seulement 5 apparitions dans cette première partie de saison. On parle beaucoup d'une recrue à ce poste-là. Est-ce que plutôt que d'aller chercher un Grégory Sertic, par exemple, vaut mieux pas donner sa chance à Boubacar Kamara? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'en deuxième partie de saison, il va donner sa chance à Boubacar Kamara en le faisant jouer les matchs de Ligue Europa. Et puis, je pense qu'il va le titulariser avec parcimonie en Ligue 1. Et je pense qu'il peut faire la doublure avec Franck Zambo Anguissa à côté de Luis Gustavo. Après, sur le deuxième jeune, Roca, je pense que ça serait bien de le prêter parce que je pense qu'il n'a pas encore le niveau de la Ligue 1 et il a beaucoup de retard, quoi. Ah, justement, alors puisque tu parles de Roca, prévu de faire écouter ça un peu plus tard, mais notre ami Rudy Garcia s'est exprimé sur lui, on lui a exactement posé cette question en conférence de presse et il a donné cette réponse, donc on écoute tout de suite. Non, c'est une vraie réflexion. Je l'ai dit et je le pense. S'il avait signé plus vite, j'aurais pu l'aligner. Donc je pourrais aujourd'hui avoir plus de visibilité. J'en ai pas suffisamment, si ce n'est à l'entraînement, mais l'entraînement, c'est pas la compétition. Ce qui est sûr, c'est que c'est un jeune qui a de la qualité, sinon on l'aurait pas fait signer pro. Après, je pense que c'est un jeune qui a encore besoin de beaucoup travailler, notamment sur le plan tactique, de comprendre un peu ce qu'on attend de lui à son poste. Parce que le poste de latéral, c'est pas qu'un poste non plus où on attaque, même si les ex-attaquants sont les bienvenus à partir du moment où, comme Bouna, ils comprennent et ils apprennent surtout à bien défendre. Et donc Christopher, je pense qu'il serait bien qu'il reste, quitte à ce qu'il ne joue pas ou pas beaucoup sur la deuxième partie de saison, parce que je pense qu'il y a beaucoup de travail avec lui et j'aimerais bien le faire moins maintenant pour qu'il puisse profiter à lui et à l'Olympique de Marseille dans le futur. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'urgence au poste de latéral gauche dans le sens où on a Hiroki Sakai qui peut jouer là. On attend de savoir ce que Henri Bedimo va faire, comment il va revenir. Il est de mieux en mieux, mais ce n'était pas suffisant en décembre. Ça, il le sait. On en a parlé avec lui, mon staff aussi. Bon, voilà, à gauche, on n'a pas d'urgence particulière, surtout qu'on a Jordan qui est le titulaire entre guillemets du poste. Donc Christopher, j'espère qu'il aura la possibilité de me convaincre de lui donner du temps de jeu et d'être performant. Ça paraît pouvoir se développer comme ça. Franchement, c'est pas une assurance. Donc voilà, Rudy Garcia qui est moyennement quand même enthousiaste sur Christopher Roca. Bon, il est de toute manière toujours moyennement enthousiaste, mais à quoi ça te fait penser quel sentiment ça te donne? Il va lui donner sa chance au petit Roca? Oui, c'est un sentiment aussi que ça veut dire que l'entraîneur il ne veut pas prendre des risques. Rudy Garcia, c'est pas un entraîneur qui prend des risques. Voilà. Lui, il est concentré sur son championnat, ses objectifs, il veut pas jouer avec. Donc, je sais que Christopher Roca, je sais qu'il va jouer quand même dans cette deuxième partie. Il fera au moins un petit match. Il dit quand même jouer peu, voire pas jouer quand même. Voilà, jouer peu, mais c'est-à-dire il va quand même il va jouer un petit peu. Mais il dit clairement qu'il y a déjà des gens qui sont déjà bons à ce poste. Que lui, il ne peut pas passer devant eux. Il est encore jeune pour passer devant eux. Tu ne peux pas mettre un Christopher à la place de Abdamavi, ou bien même Sakai, il joue bien ce poste. Solide. Sakai, il est solide. Christopher, il n'est pas solide. Ça se voit que le petit, il a une bonne attaque. Il attaque bien, mais défensivement, il doit être léger. C'est tout.
C'est ça le problème. Mais est-ce que, par exemple, donc Thierry, est-ce que, par exemple, on a parlé un petit peu de prendre une recrue à ce poste d'arrière-gauche. Est-ce que si tu prends une recrue au poste d'arrière-gauche, Roca, tu lui bousilles ses 6 mois, quoi. C'est sûr et certain qu'il ne joue pas du tout. Ben, je pense que oui, mais après, je pense que si on écoute le discours de Rudy Garcia, ce n'est pas l'option numéro 1 pour compenser Jordan Amavi. Et à mon avis, je pense qu'il reste encore, comme le disait mon collègue Thierry, 20 jours de mercato. S'il y a une opportunité et une possibilité qu'il puisse partir, moi je le verrais bien plutôt descendre à l'échelon inférieur et aller s'aguerrir dans un club de Ligue 2 pour pouvoir avoir du temps de jeu et vraiment prendre du galon pour revenir encore plus fort la saison prochaine à l'Olympique de Marseille. Mais bon, moi je pense qu'il faudrait quand même... ça risque d'être compliqué, il vaudrait mieux recruter à ce poste. T'es sûr recruter parce qu'on a aussi Bedimo qui est censé revenir. Je pense qu'il est un petit peu placardisé, Bedimo, ça fait un petit moment. Il en a parlé un petit peu, la Garcia. Et même puis, si on a vu que dimanche, il était quand même sur la feuille de match pour ce 32e de finale de Coupe de France face à Valenciennes. Mais je pense qu'apparemment, Rudy Garcia ne compte pas trop sur lui. À ma vie, sauf blessure, il va jouer sur la trentaine de matchs qui nous restent, il va jouer 80% des matchs. Ouais. Donc pour 20% des matchs, est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher quelqu'un si on n'a pas beaucoup d'assurance, même si c'est... Dans tous les cas, c'est un poste intéressant. Il nous reste 3 compétitions à disputer, en sachant qu'on est éliminé de la Coupe de la Ligue. On a les deux, la Coupe nationale qui est la Coupe de France, le championnat, et on a l'Europe, la Ligue Europa, avec ce 16e de finale qui se profile au mois de février contre les Portugais de Braga. Mais bon, je pense qu'avec l'effectif actuel, ça va être compliqué de donner du temps de jeu à ce jeune Roca. Ou alors, en 16e de finale à Épinal, il peut avoir sa chance à jouer contre une Nationale 2, il peut jouer. Voilà, puisque le 23 ou le 24, la date des 16e de finale, on ira à Épinal et qu'Amavi ne jouera pas, puisque le 28, on a le match contre Monaco à l'Orange Vélodrome. Et puis après aussi, on peut imaginer que pour faire reposer Amavi, tu peux le faire sortir 40 minutes. Si tu gagnes un match de 3-0, ce qui nous arrive pas très souvent à la 60e minute, tu peux faire sortir et à ce moment-là, tu fais rentrer Roca, même s'il fait une erreur. Voilà. C'est aussi parce qu'il faut bien les faire progresser à un moment, ces jeunes. Si tu les fais jamais rentrer, là, on va avoir un calendrier assez chargé jusqu'à la fin du mois de février. 5 minutes, c'est bon pour eux. Ils rentrent, ils courent, ils s'échauffent, ils touchent le ballon, on voit un peu. C'est comme ça qu'on fait. C'est un entraîneur, c'est lui qui doit faire ça. Et il n'y a pas que le jeune Roca. Il y a le petit aussi, l'autre là, je ne l'ai jamais vu. Youssouf Sarri. Voilà, je ne l'ai jamais vu. Il est toujours sur la photo, dans le groupe, mais je ne l'ai jamais vu, lui aussi. C'est quand est-ce qu'on lui donne. Il est rentré quoi, 3 minutes. Il a signé son premier contrat professionnel comme Roca, mais bon, c'est tout pour l'instant. Lui, je le sens bien un peu costaud, petit là. Ça doit être un petit pitbull. Donnez-lui un peu sa chance, on va voir ce qu'il a dans les pieds. Après, le truc, c'est qu'il. On attend de le voir à l'œuvre pour savoir ce qu'il vaut réellement. C'est Thauvin, Payet qui joue au poste où il pourrait jouer, c'est compliqué. Moi, quand tu es un entraîneur, tu as aussi le marketing aussi que tu fais. Il y a des joueurs, tu sais que tu ne vas pas les garder, mais c'est des joueurs qui font partie du club, le club a signé. Le club sort de l'argent pour ces joueurs. Mais si tu ne valorises pas ces joueurs, d'autres clubs ne peuvent pas s'intéresser à ces joueurs pour que toi, tu puisses faire rentrer de l'argent dans ton club. Le foot, il n'y a pas que le terrain, il y a aussi le management, tout ce qu'il y a autour. Donc, Rudy, de temps en temps, on fait jouer les petits 5 minutes, 10 minutes, on les voit courir, enchaîner des trucs. Ça donne envie à d'autres clubs qui peut-être n'ont pas de grandes ambitions de prendre ces petits-là pour les rôder. Et même, il faut les exposer. Et ça donne envie aux jeunes, aux petits. Et quand tu vas parler à leurs parents, tu dis mets ton jeune dans mon centre de formation. Et les parents ils disent ouais mais les jeunes ils jouent jamais à l'OM. Si tu dis mais non mais regardez Roca il a joué là, Camara il a joué là, ça aussi ça compte et c'est important dans la formation. Mais il le fait mais avec parcimonie. Après je pense que de lancer des jeunes vraiment dans le grand bain comme Bielsa l'a fait avec Boutoba. Maintenant, on voit Boutoba où il est nulle part. Quoi. Ouais, Boutoba, il n'avait pas de contrat pro. Je suis d'accord, mais il l'a quand même lancé dans le grand bain, il a joué.
tout le monde disait qu'il avait un talent certain et il est parti à Séville, mais à Séville, il a complètement disparu, quoi. Mais, après, par contre, tu as aussi les exemples Aloé, Sparagna. Sparagna aussi, il a lancé. Personne ne connaissait Stéphane Sparagna, c'était même pas un gros joueur du centre de formation. Et maintenant, on voit que Sparagna, il est parti à Boavista. Il y a des clubs portugais qui commencent à s'intéresser à lui. Même Braga, qu'il pourrait peut-être signer à Braga et jouer contre nous en 32e de finale de... En fait, il y a une transition en Ligue 2 aussi, puisqu'il est passé par la GOCR. C'est là, en fait, parce on a vu, c'est peut-être son passage à l'échelon inférieur, en Ligue 2, qui lui a permis de pouvoir signer à l'étranger et en première division portugaise au Boavista Porto. En fait, tout est lié. Quand tu as une équipe qui a des jeunes joueurs, regarde bien. Quand l'équipe joue des matchs où l'équipe gagne 3-0, 4-1, là, l'équipe fait tourner les jeunes. Mais quand on joue, nous, on gagne 1-0. On gagne 2-1. On est toujours sur la corde de rêve. On est toujours sur, tu vois, sur le fil du rasoir. Ouais. Donc on ne peut même pas prendre le risque de faire entrer un jeune et encaisser un but. Voilà, tout est lié. Voici le problème en fait. Ça aussi c'est un problème. Tout ça c'est par rapport aussi à notre jeu en fait. Est-ce qu'on est maître du jeu? Est-ce que l'OM est maître du jeu? L'OM n'est pas maître du jeu. L'OM joue, l'OM gagne. Avec mais on gagne vraiment avec des scores étriqués. Voilà. Souvent, même quand on a battu 3-1, on s'est fait peur. Après, Rudy, il fait sortir, il fait rentrer Lopez. Lopez, il joue un moment. Lopez, il joue, il fait ses matchs. Et on le sort. Et on met Zambo pour muscler la défense. On est toujours en train de jouer, on met que du mur. Moi, je pense que le match de dimanche en Coupe de France, c'est vraiment le reflet de la saison. Après, à travers les difficultés qu'on a. Le match de dimanche, pour moi, c'est un match de préparation, quoi. Il était inclus dans la préparation. À l'arrière, on ne serait pas passé, c'était pas une catastrophe, quoi. On a réussi à poser d'autres questions quand même, parce qu'il y a quand même, c'est une compétition, la Coupe de France, dans notre histoire, c'est quelque chose, mais on s'en foutait de ce match-là. Oui, mais après, le problème, c'est pour voir un beau match de football, il faut être deux. Le VA a joué à 11, ils ont joué en contre, ils ont joué crânement leur chance. Et puis, on n'a pas marqué de suite. Après, dans ces matchs-là, c'est ça. Hein. De toute manière, que ça soit en Ligue 1 ou en Coupe de France, si une équipe joue défensivement, si tu ne marques pas au bout de 10 minutes de jeu, après, c'est compliqué. Hein. Mais même pour revenir aux joueurs de standing un peu en dessous, par exemple, Aloé, Sparagna, est-ce qu'on n'aurait pas pu les garder dans l'effectif à la place d'un Rekik ou d'un Ubok-Chan, comme par exemple, qui n'apportait rien? Et c'est un peu là où on retombe sur le mercato hivernal, parce que là, tout le monde réclame des recrues. Mais si c'est pour aller chercher des Ubok-Chan et des choses comme ça, ça n'aurait aucun intérêt. Ça aurait aucun intérêt. Parce que c'est un peu ça, la réflexion, je pense qu'il faut avoir. Le mercato aussi, il ne faut pas s'enflammer. Les gens s'enflamment trop quand il y a le mercato. Mais surtout le mercato d'hiver, Eli. C'est vraiment pas... J'ai tout entendu, tu vois. Mais moi, ça me c'est pas la période où on fait les meilleures affaires. Ça me dit rien du tout, en fait. Moi, je ne suis pas dans tout ce qu'ils racontent. Oui, il y a tel joueur. Tout le monde connaît les joueurs. On sait qu'un joueur, c'est aussi. Un joueur, quand il est bon, quand il joue, tout le monde sait qu'il y a un joueur dans ce quartier, il y a un tel joueur dans telle équipe, il est bon, voilà. Nous, à l'OM, on a besoin de quoi? On nous a parlé de Mendes. Après, on nous parle d'un Italien. Après, on nous sort tout. Maintenant, on nous parle d'un Italien encore costaud là. Je sais pas, on nous parle de tout et de rien du tout en fait. Donc, moi je trouve que ce mercato. Mais pour l'instant, c'est que des noms, c'est que des rumeurs. Il n'y a rien de concret, il n'y a rien de sérieux dans tout ça. Moi, franchement, si l'OM doit recruter aujourd'hui par rapport à tout ce que j'ai vu, parce qu'il y en a qui disent qu'il faut prendre un latéral gauche, il faut prendre un milieu de terrain, une sentinelle pour. Il faut prendre un sentinelle, un attaquant pour. Mais en fait, si c'est ça, on reprend toute une équipe alors. Parce que on refait le 11 entièrement. Mais en fait, on a besoin de quoi en fait, l'OM? Il faut cibler un joueur. Il y a trop d'attaquants en ce moment. Vous dites on prend un attaquant. Mais on a combien d'attaquants en ce moment? Il y en a deux. Trois si tu comptes. Il y a Clinton NG, Valère Germain et Kostas Mitroglou. Maintenant si, parce que Clinton NG maintenant, on ne le considère plus comme un attaquant parce qu'on commence à le mettre sur le côté. Mais au départ, il faisait par rapport à positionnement. Bon les gars, justement Eli, on va parler de l'effectif actuel parce qu'on va faire l'avant-match d'OM Rennes. Donc voilà, on a parlé des jeunes, on espère qu'ils vont avoir un peu de temps de jeu, on a parlé du mercato.
On espère peut-être une ou deux recrues, mais il ne faut pas recruter n'importe comment et pas griller nos jeunes. Allez, on passe à la suite, parce que sinon, Eli, il va nous bousiller le plateau là. Allez, on va redescendre un petit peu à la réalité de la Ligue 1, de la Ligue 1 Conforama, la sexy Ligue 1 Conforama, avec un déplacement non moins sexy, Roazhon Park, voir nos amis Rennais qui nous avaient mis, qui nous avaient battu 3-1, mais ils auraient pu gagner beaucoup plus. Et ils ont raté un penalty. Tout à fait, qui avait largement énervé Eli quand ils nous ont battus en Coupe de la Ligue. Ce fameux match qu'on avait, ce match soi-disant gagné, perdu. Hein, c'est quand même. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ce match Rennes-OM? Moi, j'attends une victoire samedi en championnat. Je pense que ils ont une revanche à prendre sur nous, les supporters, par rapport au match aller. Donc, je pense que samedi, à tout prix, la victoire. Un succès de la part des Olympiens. 3 points ramenés à Marseille et pour vraiment bien entamer cette deuxième partie de saison et la phase retour et surtout prendre une revanche par rapport à la défaite qu'ils nous avaient infligée lors du match aller à l'Orange Vélodrome. Et cette élimination en Coupe de la Ligue au mois de novembre. Je suppose que Kelly, tu es dans le même état d'esprit. Revanche, c'est le mot qui te va, toi. Non, moi, c'est même plus une revanche parce que la revanche, c'était la Coupe de la Ligue. Donc maintenant, je ne vais plus parler de revanche. Tu ne vas pas faire des revanches. Mais c'est une compétition différente. Oui, c'est une compétition différente. Mais moi, là, je ne parle plus de revanche. Parce que moi, j'étais dans l'esprit de la revanche pendant la Coupe de la Ligue. Là, je ne suis plus dans l'esprit de la revanche. Je suis dans l'esprit d'aller défendre notre fierté. Il faut avoir maintenant une fierté maintenant. Parce que si nous ont, en 3 confrontations, si ils nous font ça 3 fois, là, c'est que vous n'êtes pas fiers. C'est que vous n'êtes pas des hommes. Donc, là, il n'y a pas de discours. C'est une fierté à aller défendre. C'est tout. Vous allez défendre votre fierté. Si vous êtes fier d'être Marseillais, de porter le maillot de l'OM, allez simplement faire ce qu'il y a à faire. C'est tout. La grande question qu'on va se poser, c'est qui on met devant? Parce qu'il y a eu Mitroglou qui était au centre d'une polémique ces derniers jours, etc. Est-ce qu'on lui redonne sa chance à Mitroglou? Vous en pensez quoi? Moi, non. Moi, je suis formel et catégorique à ce niveau. Moi, je pense que Rudy Garcia doit le sortir du 11 titulaire pour ce match-là. Mais donc tu lui donnes plus de chances de revenir là si tu... Peut-être pas du... Toi, Thierry, t'en penses quoi? Moi, samedi, je mets Germain titulaire et Mitroglou sur le banc. Hein. Voilà. Après, si on veut ramener la victoire, faut mettre toutes ses chances de son côté et jouer à 11 sur le terrain et non pas à 10. Quoi. Eli, c'est du même avis? Moi, de toute façon, donner sa chance, pour moi, je trouve ça un grand mot. De toute façon, Rudy Garcia, c'est lui qui est le maître. Il a ses attaquants. C'est à lui de préparer sa sauce. Mais je sais que Mitroglou, ça ne sera pas son dernier match. Il rejouera. Maintenant, vu ce qu'il a subi la dernière fois, moi en tant qu'entraîneur, si je dois faire ce match, je ne vais pas recommencer avec Mitroglou. Parce qu'avec Mitroglou, ils ont essayé un système à 2 attaquants. Un 4-4-2, ça fait longtemps que je parle de ce système, ça ne paye pas. Il faut arrêter ce système. C'est vrai que oui, ça fait longtemps que j'ai... Alors que tout le monde réclame. Tout le monde on n'est pas bon en 4-4-2. Le 4-4-2, c'est n'importe quoi. Même le 4-4-2, ça a tué même Gustavo, on ne le voyait même pas. Il y a tout le monde qui revendiquait un système à 2 pointes pourquoi? avec l'association Germain et Mitroglou. Pourquoi les gens ils disaient le 4-4-2? Parce que Garcia, il faisait jouer Mitroglou et tous ceux qui aiment Germain, ils veulent... Je ne sais pas pourquoi. On dirait qu'il y a une politique de certaines personnes qui sont dans les médias, qui ont des chouchous comme joueurs, ou bien si ils touchent des pots de vin pour pouvoir faire la promotion de quelques joueurs, je ne sais pas, tu vois. Donc ils essaient d'influencer. Je vous jure que je lui ai rien dit. Ils essaient d'influencer même le classement, même en donnant même des ordres à Rudy pour dire oui, fais le 4-4-2 pour faire jouer 2 attaquants forcés. Mais vous vous mêlez de quoi, vous? Vous êtes. Mais je ne pense pas que les médias imposent des choix à Rudy Garcia. Oui, c'est lui seul le mettre à bord, c'est lui qui décide. Ça s'appelle le trafic d'influence. Il y a une manière d'influencer. Ils font ça. Mais c'est vrai que sur Germain, c'était quelque chose. En début de saison, quand il est arrivé, tout le monde nous a dit
Vous vous rendez pas compte, le joueur qu'on a acheté, il est extraordinaire. Et Valère Germain, c'est un joueur que j'aime bien, je pense qu'il a du talent. On ne nous l'a pas survendu. Il restait sur 2 belles saisons sur la Côte d'Azur avec l'OGC Nice et l'AS Monaco. 14, je crois. Avec 14, Monaco, il marque que 10 buts. 13-14 avec Monaco. Ouais. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que l'année dernière, il débute la saison en tant que titulaire avec Radamel Falcao. Et après, il y a eu l'éclosion de Kylian Mbappé. Et à ce moment-là, il sort de l'équipe type de Leonardo Jardim. C'est un bon joueur, Valère Germain. C'est un bon joueur de Ligue 1. Mais après, c'est pas un joueur de classe internationale. C'est pas un joueur de top niveau européen. C'est un peu ce qu'on nous a vendu. Et quand tu écoutes un peu certains commentateurs à la télé qui ont connu son père, etc., à chaque fois qu'il touche un ballon, moi ça m'a vraiment choqué. Après, c'est complètement différent. Quand on voit l'époque à laquelle jouait son père Bruno, c'est différent. Déjà, il évoluait pas au même poste. Mais quand tu entends comment moi, ça a énormément évolué. Valère Germain, il était dans le dur aussi, ce qui était normal. Tous les attaquants, c'est dur. Et je voyais, j'entendais, oh, il a raté sa passe. Mais qu'est-ce qu'il a bien raté sa passe. Mais c'est pas possible. Alors, on va donner la parole un peu à Thierry. Mais c'est un bon joueur de collectif, Valère Germain, qui brillait beaucoup l'année dernière quand il jouait en 4-4-2 avec Radamel Falcao sur Monaco. Mais nous, on ne joue pas en 4-4-2 et notre système, c'est le 3-4-2-1. Donc, ou 4-2-3-1. Donc on joue avec une pointe, quoi. Et je pense que la pointe, c'est Valère Germain. Et Mitroglou, il a eu sa chance. Et maintenant, Mitroglou, c'est sur le banc. Et puis voilà, quoi. Ça dépend du système. Mais c'est que je pense que Mitroglou, il a du mal à s'insérer dans ce système. Il n'y a pas de problème entre Valère Germain et Mitroglou. Mais il ne faut pas surcoter les joueurs. Comme ça, ils croient qu'ils sont sur une planète. Valère Germain, il a brillé à Monaco et à Nice. C'est ça? Oui. Mais regardez les deux styles de jeu de ces deux équipes. Complètement différents. Ça n'a rien à voir avec l'OM. Oh, Monaco, ça joue au ballon. Ils ont les mains. Tous ceux, ils t'envoient le ballon. Mais chez nous, là, qui nous envoie un ballon comme les mains? Qui? Quand on reprend le collectif de l'AS Monaco de l'an passé. Sur les côtés, tu vois que Monaco, ça accélère. Ils ont les latéraux qui font ça bien. Mais nous, c'est qui? Il faut arrêter de comparer il y avait des très bons pourvoyeurs de ballon. Quand Thauvin, il prend le ballon. Est-ce que Thauvin, quand il prend un ballon, il a envie de centrer? Non. Mais on peut se poser une question. Quand on voit des Thomas Lemar, des Bernardo Silva, avec le Fabinho Bakayoko au milieu de terrain. Tu prends Bernardo Silva, tu le mets en comparaison avec Payet. Tu prends Lemar, tu le mets en comparaison avec Thauvin. Mais Thauvin, il est où? Il est sur le banc. Lemar, il joue à l'équipe de France. C'est pas pareil. Mais les gars, il faut qu'on arrête de s'enflammer sur nos joueurs qui sont ici. Mais même ce que tu dis, c'est intéressant. Mais là, tout ce que vous dites, c'est intéressant parce que Mitroglou, donc on a déjà dit, son jeu, il a l'air de pas être trop adapté. Et Thauvin, c'est notre meilleur joueur. À noter qu'il est meilleur buteur. Meilleur buteur avec 8 réalisations et meilleur passeur derrière Neymar. Revenons 2 secondes sur l'attaquant. Donc là, on dit que ni Germain ni Mitroglou, ils sont adaptés au style de l'équipe. Et pourquoi on les a recrutés donc? On savait qu'on allait jouer comme ça avec une pointe. Et non, on savait pas ça au début. Bah si. Non, l'an dernier. Non, mais Germain, il l'a recruté parce que au début du mercato d'été, estival, ouais, ils avaient dans l'optique de garder Gomis et de faire jouer Gomis en point d'appui et que Germain tourne autour. Mais ce plan a été complètement... Le fait de s'être séparé de Bafé Gomis, ça a chamboulé les plans de l'entraîneur et de la direction, je pense. Mais parce que ça s'est décidé assez vite de ne pas garder Gomis, hein, parce qu'apparemment, ils n'ont pas été... Quand t'entends les échos des uns et des autres, Gomis, il te dit oh, ils n'avaient pas vraiment l'impression... Mais Gomis ne voulait pas rester de toute manière. Voilà, mais lui, il a dit aussi qu'il ne voulait pas le garder. Gomis ne voulait pas rester. Non, Gomis ne dit pas la vérité. Gomis, on l'a vu, je l'ai vu le jour où il est parti, qu'il est venu récupérer ses affaires, je l'ai vu. Il y avait la conférence de presse, il est sorti de la commanderie caché dans une voiture, on a discuté avec lui dehors, il m'a dit je m'en vais, je reste pas. Il voulait récupérer le dernier gros contrat de sa carrière, il est parti en Turquie pour ça. Mais le dernier gros contrat de sa carrière, il voulait le récupérer à l'OM. Gomis voulait rester à l'OM. Mon ami, il va chez Gomis dans son salon, tout et tout. Mon ami à moi, il s'appelle Joseph. Sur son meurtre, Gomis c'était son ami. Et Gomis, il voulait rester à l'OM. Gomis, il était très heureux d'être à l'OM. Il était heureux d'être à l'OM. Mais le problème de Gomis, c'est l'argent. Gomis, il ne voulait pas faire de sacrifice d'argent. Il voulait gagner au max avec l'OM. Mais quand tu aimes un club, là, tu peux faire un sacrifice. Gomis. Et à la base, il n'appartenait pas à l'OM. Il voulait l'argent. Quand tu veux l'argent, tu vas où? Tu vas en Europe ici. Quand tu veux l'argent, que tu n'as pas un grand club, c'est où tu vas? C'est en Turquie.
Quand il est arrivé à l'OM, il ne faut pas oublier que c'était un prêt de la part du club gallois de Swansea. Non, même la Turquie, si tu payes pas d'impôts. La spéculation. C'est quand même vraiment très bon. Bon, après, c'est vrai que. On devait faire un avant-match Rennes-OM, mais on est parti sur. C'est comme Cavani, Neymar, Mbappé, on s'en fout. Voilà, donc Rennes-OM, on attend la victoire, on attend les 3 points et on attend Valère Germain en pointe. Ce sont les 3 enseignements de cette mini-partie. Maintenant, on va passer à la suite de cette émission, messieurs, parce qu'il faut enchaîner, hein, parce qu'après, sinon, elle va durer très longtemps. Et on va parler des supporters, parce que vous êtes tous supporters de l'Olympique de Marseille. Alors, les supporters, il y a beaucoup de questions qui se posent sur les supporters. Alors, toi, Thierry, tu es en virage sud. Oui, au Commando Ultra. Voilà, après avoir été longtemps en virage fanatique, ouais. Toi, tu es en Gagné. En tribune gagnée, mais je fais très souvent des déplacements avec les Yankees Nord. Voilà, et toi, tu es un électron libre, tu es partout. International. Voilà, virage Nord, virage Sud. L'OM, voilà, dans la globalité. Voilà. Alors, la next génération, voilà, la nouvelle génération de supporters. Voilà. Alors, je voulais savoir un peu votre ressenti sur quelle est l'ambiance, qu'est-ce que vous sentez dans les virages du Vélodrome ou en déplacement? Est-ce que vous sentez que les supporters, est-ce qu'ils sont enthousiastes? Parce que nous, on nous dit souvent, vous êtes pessimiste et tout. Quel est votre ressenti à vous sur la saison, sur le jeu de l'OM, etc. Moi, je trouve qu'il n'y a plus la même ambiance qu'auparavant. J'ai connu le stade Vélodrome relativement jeune et il y a quasiment 20 ans en arrière. Donc j'ai vu un peu l'évolution à travers les époques et je trouve que ce soit en virage, puisque j'ai fréquenté les virages pendant un certain temps, que ce soit le sud, le nord, à travers les différents groupes. Et aujourd'hui, en tribune, c'est plus comme avant. Il n'y a plus la même passion, la même ferveur, l'engouement pour cette équipe de l'OM. On a vu que les résultats étaient compliqués. Bon, maintenant, ça c'est reparti mais ça, c'est pas dû au nouveau projet, on est d'accord. C'est un truc qui est venu progressivement, non? Après, pour moi, de toute manière, ce qui tue le supporterisme, c'est la répression que le gouvernement met en place sur le territoire français. Hein, puisque on peut dire les différents gouvernements qui sont succédés. Hein, parce que de toute manière, c'est de plus en plus difficile de se déplacer. Les supporters adverses ne viennent pratiquement même plus au Vélodrome parce qu'il y a des interdictions préfectorales. Donc c'est la répression qui tue le supporterisme. Hein. Enfin, le mouvement ultra, comme on a tendance à l'appeler. C'est ça le plus gros... Et aussi, oui, ça c'est un grand problème aussi, mais aussi il y a un problème générationnel. Il ne faut pas oublier que quand tu me dis ça fait 20 ans, c'est plus pareil que maintenant. Mais tous ceux qui allaient depuis 20 ans, aujourd'hui, peut-être maintenant ils ont pris un certain âge, ils n'ont plus cette ferveur-là de continuer à aller au stade. Tu vois? Quand tu commences peut-être à 30 ans dans le virage, tu fais 20 ans, tu as 50 ans, tu ne vas pas continuer à être à 50 ans au virage à crier. C'est une génération générationnelle. Donc, moi, je ne peux pas aller en tribune. J'ai plus de 50 ans et je suis toujours en virage. Quoi. Oui, tu es toujours en virage, mais tu n'as plus cette même ferveur que quand tu étais jeune. Tu fais ça, mais d'une autre dimension. Oui. Voilà, d'une autre manière. Donc, il ne faut pas oublier que être supporter aussi, c'est les temps. On évolue avec son temps. Et ces dernières années, l'OM n'a pas attiré beaucoup. Parce que l'OM n'avait pas un bon bilan. Ça gagnait pas. C'est tout à fait vrai, notamment au niveau des conditionné au résultat, je pense. L'ambiance au stade, c'est lié à... Mais c'est bizarre parce que justement, quand on avait un peu parlé avec Christian Cataleu, par exemple, il disait, oui, au niveau des capots, on a parlé aussi avec d'autres groupes, vous voyez qu'il y a certains groupes où on a du mal à trouver de nouveaux leaders un petit peu. Et il y a des personnes qui ont beaucoup donné pour ces groupes et qui là, aimeraient bien passer le flambeau, mais ils n'arrivent pas à passer le flambeau. Et ça, justement, tu dis qu'on a du mal... Il y a une forme de lassitude qui s'installe chez les responsables de... Oui, mais ça c'est un peu normal, mais pourquoi l'OM n'arrive pas à attirer de nouveaux cramés, quoi, pour acclamer un peu le peu comme il y avait à l'époque avec Patrice de Perecci. Parce qu'il faut qu'on nous ramène des joueurs
qui attire les gens. Ouais, mais Elie, à un moment, au tournant des années 90-2000, là, on était 15e, on a fait des saisons de merde. Je sais pas si vous vous souvenez. Et le stade, il était plein. À chaque fois que tu voyais le stade Vélodrome, ça mettait des étoiles dans les yeux parce que c'était de la folie. Et pourtant, on était nuls. Hein. On était vraiment très très nuls. Mais là, à l'heure actuelle, il s'est passé quelque chose. Et est-ce que c'est pas aussi dû au fait que le football change, que maintenant, on a une surmédiatisation des stars? Quand on voit des survêtements du PSG à Marseille, c'est bizarre quand même. Hein. Ah non, mais c'est sûr. C'est depuis l'époque du rachat par les Qataris, je pense. Et après, on est rentré dans une ère qui aujourd'hui, à l'époque, maintenant en 2018, qui voudrait vivre la vie de Depay? Depay dormait au stade. Voilà. Qui voudrait vivre cette vie-là en 2018? Parce que peut-être il n'avait pas de... Mais c'était son choix de vie. Oui. C'est vrai. C'était son choix. Maintenant, on a plus ce genre de plus personne. De mecs qui sont prêts à donner leur vie. C'est vrai qu'aujourd'hui, en 2018, au XXIe siècle, ce que faisait Patrice de Perici, ça paraît totalement inconcevable. Et maintenant, à l'heure actuelle, il ne pourrait plus vivre la passion qu'il a vécue dans les années 2000. Et pourquoi? Parce que c'est... Mais parce que tout a changé. Patrice Depay rentrait dans le vestiaire, il récupérait les maillots des joueurs, les joueurs venaient le chercher, ils l'emmenaient à la commanderie, ils le ramenaient au bus, ils le déposaient en ville. Mais c'était parce que le football c'est surprofessionnalisé aussi. Oui, il fallait voir les relations qu'il avait aussi avec notre président Bernard Tapie à l'époque. Parce que c'était un passionné, donc on reconnaissait la personne. On voit que vraiment c'était quelqu'un qui était. Si aujourd'hui on reconnaît que les supporters ils sont tous en train de, la plupart, mais les vrais supporters même, on les voit, ils essaient de faire passer l'image des supporters, mais souvent c'est eux-mêmes. Une image positive. Alors que les vrais supporters, ceux qui ont envie de supporter l'OM même, on ne les voit pas. On parle plus des supporters à travers les débordements, les dérives qui se passent dans les tribunes. Moi j'ai vu des jeunes, je me rappelle quand j'avais le match des Rennes. Quand j'ai poussé si vous voulez parler, il faut le coup. Oui, quand j'ai poussé mon coup de gueule le jour du match des Rennes, moi j'étais surpris de voir tous ces jeunes qui sont venus vers moi et qui me disaient non mais papa Elie, ils étaient dans leur délire. Ils me disaient mais papa Elie, il faut que tu sois président. Et ils m'ont appelé tonton président. Ouais. Je me rappelle le match qui a suivi que je suis arrivé au stade. J'ai senti que, en fait, ils attendent que ça. Ils attendent que des gens qui sont vraiment passionnés. Tu sais, quand tu es passionné, là, ta passion, tu la transmets. La passion, c'est l'amour fou. Et ça peut te tuer, la passion. C'est pour ça que c'est la passion qui a eu raison de Depay. Mais il faut créer des nouveaux groupes alors? Non, il ne faut pas créer de nouveaux groupes. Les groupes se font tout seuls. Tu ne peux pas inventer un groupe. Mais là, à l'état actuel, il faut s'appuyer sur ce qu'on a déjà. Moi, je trouve que les groupes qu'il y a maintenant, il faut qu'eux aussi, ils innovent. Il faut innover, en fait. Il faut avoir des nouvelles idées. Il faut embraser. Il faut trouver des... Voilà. Moi, il faut faire preuve de créativité. J'étais avec toi à Virage Sud. J'étais derrière, je voyais les mecs qui chauffaient comme ça. Et moi, j'étais assis comme ça. Mais moi, je sais. Moi, si tu me donnes le mégaphone, ça va être la folie. Oui. Il y a des gens, ils sont naturellement, ils savent faire ça. Tu vois? Donc voilà, si vous voulez un nouveau capot, voilà. Je crois que Capot Elie. Moi je suis venu, j'étais là, j'ai regardé, mais je sais, je les voyais crier tout et tout, mais ça s'improvise pas. C'est des trucs que c'est naturel. Tu le fais naturellement. Tu peux pas, faut pas chercher à ressembler à Depay. Depay a marqué son histoire. Depay est unique. Toi, reste naturel et fais ton truc. Tu as le don de rameuter tes troupes, mais avec ta sauce. Mais faut pas quand on parle des supporters aussi, faut pas qu'on oublie qu'il faut qu'on respecte les supporters. C'est très important. Parce que les supporters, en fait, un supporter, quand il vient au stade, tu ne sais pas les problèmes qu'il a. Tu ne connais pas sa vie personnelle. Faut pas les discriminer, faut pas les pointer du doigt, parce que ils traversent tout, chacun a sa vie personnelle, mais on vient au stade, parce qu'il y a quelque chose qui nous a attiré. Et au stade, on est supporter de l'OM. Et on crie, on supporte. Et puis tu donnes pour le club, parce que tu prépares un tifo, tu prépares des déplacements, tu t'investis personnellement, c'est du travail. C'est un investissement et une forme d'implication aussi. Il y a beaucoup de respect dans le langage. Il faut avoir l'OM dans le cœur. Même là, le week-end dernier, quand j'ai vu que l'OM, les gens ne voulaient pas se déplacer pour voir le match de Coupe de France,
J'ai acheté 4 places supplémentaires, je les ai fait gagner sur mon compte Twitter. Ouais. Mais j'ai l'OM dans le cœur. Ouais. C'est ma vie, c'est ma passion, quoi. Mais pourquoi aujourd'hui c'est comme ça? Parce C'est une belle qu'il y a initiative. les résultats aussi. Les résultats aussi, c'est important. Un supporter, ce qui fait que le supporter transcendé, là, quand il voit les buts, quand il voit le jeu. Mais un supporter, quand il... C'est comme une relation amoureuse. Tous les jours, tu me déçois. Tous les jours, tu me trompes. Tous les jours, tu me fais ça comme ça à l'envers. À un moment, j'ai même plus envie de venir voir ton visage. Il faut que les supporters... Tu as envie d'aller voir ailleurs. Oui, mais c'est comme une relation. Non, jamais. Si t'aimes l'institution, si t'aimes l'Olympique de Marseille, quand on était 15e, le stade il était plein, craqué. On s'est sauvé à la dernière journée contre Sedan. Maintenant ça dépend de ton degré de passion. Je me rappelle quand on a perdu le match contre Rennes, on a dit la grève, tout et tout, on dit personne n'y va au stade. Même moi j'ai dit allez je ne vais plus au stade, même moi le lendemain j'étais au stade. Comme un mazo. Ouais, mais on est tous pareils. Voilà. C'est parce qu'on aime l'OM. On réagit à chaud. Mais après, aussi, dans cette relation, au match suivant, on est toujours les premiers. Joueurs, les staffs, l'équipe, les dirigeants, ils respectent les supporters. Il faut que quand ils parlent dessus, même quand il y a les débordements, quand il y a des choses qui ne sont pas bien faites par rapport, parce qu'on est des êtres humains, on peut faire des erreurs, il faut qu'il y ait toujours de la retenue dans le langage, il faut qu'il y ait de la sagesse dans le langage vis-à-vis des supporters. Et puis il faut supporter aussi ces gens qui supportent ton club. Oui. Parce que par exemple, donc Thierry, toi tu fais beaucoup de déplacements. Ouais, un petit peu moins cette saison, mais bon, par le passé j'en ai fait énormément. Est-ce que tu as l'occasion de faire des déplacements maintenant? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu comment vous êtes accueillis par exemple en déplacement? Ça c'est que souvent ça se passe, c'est qu'on nous bloque, on peut plus. On est parqué. On est parqué. On n'a plus le droit de bouger. On est du bétail, quoi. On nous parque dans un endroit. On nous fait rentrer quasiment au dernier moment, 5-10 minutes avant le coup d'envoi de la rencontre. C'est partout, hein. C'est pas parce que tu es supporter de l'OM qu'on te fait ça. Ah non, mais c'est tous les clubs. Oui, bien sûr. C'est tous les clubs. Il y a une forme de répression qui s'est installée sur tous les supporters en France, à travers n'importe quel club. C'est pas propre et lié à l'Olympique de Marseille. Je pense que tous les clubs de Ligue 1 sont... Et puis bon, après, il y a des clubs qui sont un peu moins réputés pour avoir des mauvais supporters. Encore, là, ça va parce que maintenant, on est parqué, donc les forces de l'ordre nous bloquent sur les derniers péages avant d'arriver dans les grandes villes. Et ils nous escortent jusque dans les stades au dernier moment. On rentre à 5-10 minutes du coup d'envoi. Et terminé. Et après, à la fin du match, on reste bloqué 2 heures pour éviter que tout débordement... On attend que le stade se vide complètement et ensuite pour nous faire ressortir et regagner les bus tranquillement pour pouvoir repartir en toute quiétude. Voilà, donc merci monsieur pour cet éclairage. Et il faut bien dire à tout le monde, respecter les supporters de l'Olympique de Marseille, parce qu'il ne faut pas simplement se gargariser et dire « Oh, regardez notre super ambiance » et puis dès qu'il y a un petit souci, on dit « Ouais, mais il faut tous les dégager, ces supporters ». Les supporters sont aussi des gens qui font d'énormes sacrifices, qui font d'énormes choses pour l'Olympique de Marseille. Nous ne les oublions pas, ils sont très importants à l'OM. Donc voilà, donc vous revenez quand vous voulez, messieurs. Plus de respect et de considération pour les supporters. Voilà. Ce sera le mot de la fin pour cette... Souvent même offrir des prix même aux supporters. Parce qu'ils font beaucoup de sacrifices pour nourrir certains supporters par le, voilà. Si les supporters n'étaient pas là... Même qu'on voit à la télé, là, ça me fatigue aussi. Après, on a quand même un prix d'abonnement qui est pas très élevé comparé à tous les clubs de Ligue 1. Donc, non, faut le dire aussi, ça. Tout à fait. Il faut que ça reste comme ça. S'ils veulent aussi qu'on prenne des actions aussi c'est pas mal aussi. On aimerait bien prendre des actions aussi. Et lui, il va devenir capot et président de l'Olympique de Marseille. Donc il veut devenir socios, président, capot. On peut évoluer ça aussi, on est prêt, nous. Donc voilà, en tout cas... Même principe qu'en Espagne, les socios. Sur Football Club de Marseille, on n'hésitera jamais à donner la parole aux supporters. Comme vous, on était ravis de vous accueillir. À rappeler qu'il faut les respecter, à rappeler que c'est important d'avoir des abonnements à bas prix. Toutes ces choses et bien plus, toute l'actualité de l'Olympique de Marseille, c'est sur FCM. Cette émission s'arrête là. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, restez connectés sur footballclubdemarseille.fr. Ciao, ciao.